Bonjour, bienvenue à notre carrousel Ubuntu. Le thème d'aujourd'hui est celui de la vulnérabilité. Accueillir sa vulnérabilité, c'est, dit-on, trouver son chemin vers sa puissance, c'est se repositionner. Nous en parlons aujourd'hui avec Emmanuel Faber, ancien directeur général de Danone, aujourd'hui associé à l'un des plus grands fonds d'investissement, un fonds à impact, Astanor Ventures. Bonjour Emmanuel Faber. Bonjour Fatima. Je suis ravie de vous accueillir à notre carrousel. Merci de m'accueillir. Alors j'aimerais qu'on démarre avec un petit retour en arrière. Vous avez 15 ans et vous, sur un de vos portraits, vous commentez « Je serai Emmanuel Faber ou rien ». Alors, est-ce une provocation d'un jeune doué qui détourne déjà Victor Hugo, parce que cette boutade est de Hugo, « Je serai Chateaubriand ou rien », ou l'aveu d'un garçon qui se met déjà, qui connaît déjà ses limites? Les deux, sans doute. J'étais frappé en lisant Victor Hugo qu'un écrivain, un homme politique qui devienne ce qu'il a été, la stature qu'il a eue, l'impact qu'il a eu, n'ait pas eu finalement la conscience de ça au moment où il posait finalement sa vision de jeune adulte en la situant en fait dans l'action de quelqu'un d'autre. Je serai Chateaubriand ou rien, quand on s'appelle Victor Hugo, je trouve ça dommage. Et donc, moi, dans mon questionnement sur qui suis-je et qui serais-je, oui, je me suis posé cette question. Je serai Emmanuel Faber ou rien. La fin de cette histoire étant néanmoins que quand j'ai signé ce petit dessin, je l'ai signé rien. Rien, c'était une vulnérabilité de dire rien? Alors, rien, à l'époque, je pense Oui. que c'était une vulnérabilité, c'est clair, bien sûr. C'était sans doute aussi la peur du néant. En 2016, vous êtes l'invité d'honneur à la remise de diplôme à HEC. Vous faites un discours magnifique, un discours que je qualifie d'Ubuntu, parce qu'il parle d'altérité, il parle de générosité, il met autrui au centre. Justement, autrui à l'époque était représenté, la symbolique de autrui était représentée par votre frère. Quel était votre besoin? J'ai essayé de leur dire ce qui m'aurait été utile pour guider ma vie à moi, à ce moment-là, parce que je suis passé à côté de plein de gouffres, d'abîmes de sens, de non-sens, de contradictions, de compromissions, parce que je n'étais pas outillé à ce moment-là. Oui. Et donc j'ai eu envie de leur parler de la gloire, du pouvoir et de l'argent. J'ai eu envie de leur dire que s'ils voulaient que leur vie ait un sens, il fallait qu'ils passent à côté de ça et qu'ils s'en méfient, alors que ça allait être très probablement ce que leur diplôme allait leur projeter comme avenir. Et puis la deuxième chose, c'était, je pense, ce besoin de faire apparaître la figure de mon frère, oui. Qui, à vue humaine, était vraiment l'altérité, comme vous le dites. Oui, il était sans doute ce que l'humanité trouve vulnérable, alors que moi j'étais sans doute ce que l'humanité trouve puissant. Oui. Et j'ai eu besoin, par authenticité, de le convoquer pour dire combien c'est lui qui m'a guidé, combien c'est lui qui a fait ce que je suis aujourd'hui, et de reconnaître ça à cet endroit-là, à ce moment-là, ça m'a paru très très important. Comme quoi la vulnérabilité peut être le chemin vers un repositionnement, vers une prise de conscience de soi. En fait, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de prise de conscience de soi sans la reconnaissance de la part de vulnérabilité qui nous habite tous, en fait. On a été éduqués à ne pas regarder nos vulnérabilités, à les éviter, à les cacher, à les nier, en réalité. Alors que je pense, moi personnellement, que la première des vulnérabilités, c'est de venir au monde sans l'avoir choisi. On est jeté dans la vie et on a juste une vie pour arriver à make sense out of it. Qu'est-ce que ça veut dire, d'être dans cette vie dont on ne sait pas quel sens elle a, comment elle se termine, est-ce que tout ça est une vaste absurdité, est-ce que c'est une illusion, et ça, je pense que c'est une faille presque ontologique, fondamentale dans l'être de chacun d'entre nous.
Et donc je pense que nous sommes porteurs de cette vulnérabilité, et c'est pour ça que je pense que tant qu'on ne va pas toucher ça, c'est très compliqué de faire un vrai chemin de conscience vers qui on est soi-même et qui on aspire ou on est appelé à devenir. Aujourd'hui, où justement on ne montre pas sa vulnérabilité, quel est le niveau de maturité nécessaire à un leader pour s'ouvrir émotionnellement sans se décrédibiliser? Je pense que la vie se charge de nous projeter dans des événements et dans les arcanes de ce que le hasard, la providence, on l'appelle comme on veut, mais nous amène à vivre et qui, à un moment ou à un autre, nous rattrape par la manche et nous parle de notre vulnérabilité. Et moins on y est préparé, plus c'est un choc. Mais ça peut être la mort d'un proche, comme ça a été le cas pour moi, en tout cas plus exactement avant même la mort de mon frère, ça a été sa maladie lorsque j'avais une vingtaine d'années, et qui a été une déflagration dans ma vie, et qui a ouvert la porte à la reconnaissance immédiate de faire face à l'absurde, à l'incompréhensible, et me reconnaître par rapport à ça dans une extrême pauvreté dans ma capacité à vivre avec ça, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, je pense que d'une façon ou d'une autre, nous rencontrons la vulnérabilité. Certains ne finissent par la rencontrer que tout proche de la mort. Oui. Mais même à ce moment-là, moi j'ai fait de l'accompagnement en soins palliatifs pendant 2 ans, il y a une vingtaine d'années, en parallèle de mon travail. Oui, vraiment, quoi. J'ai vu des gens s'ouvrir à cette vulnérabilité-là dans les toutes dernières semaines, heures de leur vie. Donc, à un moment ou à un autre, nous sommes en face de cette vulnérabilité-là. Alors ensuite, la question de la maturité pour y faire face sans se décrédibiliser. Je vais enlever le sens décrédibiliser à un moment. Oui. Parce que je pense que précisément, la maturité de leadership, c'est d'arriver à le faire en acceptant qu'on peut se décrédibiliser. Quand on est dans le... Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être décrédibilisé? Ça veut dire que personne ne reconnaisse mes vulnérabilités ou ne les voit. C'est ne pas être vu comme le leader, celui qui est devant, qui prend tout, qui ramène les troupes. Voilà. Alors, en tout cas, mon expérience à moi, c'est que la vulnérabilité que j'ai posée le mois de juin 2016 à HEC, dans ce discours, elle a été incroyablement féconde, parce que elle a cassé justement, je pense, cette image que j'ai eue un peu toujours, c'est que j'ai toujours eu, plus jeune que les autres, des responsabilités, je suis allé toujours un peu plus vite que beaucoup d'autres, j'étais assez dur en négociation, exigeant avec mes équipes. Je le suis toujours. Ouais. Mais ce qui a été donné à voir ce jour-là que j'ai posé, c'est au fond une faille qui est au fond de moi, qui m'habite, qui m'interroge, qui me travaille tous les jours, qui me met debout, qui est finalement un moteur de leadership. Et ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que, outre les quelques millions de vues, parce que le truc est parti en viral dans les semaines qui ont suivi, c'est surtout que ça m'a amené à rencontrer des gens à un niveau de vérité que je n'avais jamais non seulement connu, mais même imaginé possible. Oui. Et y compris jusqu'à des personnes qui sont en situation de pouvoir à l'ONU, dans les grandes instances multilatérales, dans les gouvernements, et évidemment dans l'économie, dans les entreprises. Et aussi des étudiants, des gens qui m'ont abordé dans la rue, quand j'ai écrit, qui relisaient mon livre et qui me parlaient de ça, j'ai eu des centaines de messages qui me disaient « moi aussi j'ai un frère qui, moi aussi j'ai un fils qui, moi aussi j'ai... » et qui avaient envie de partager ça, quoi. Qui commençaient par ça dans la relation, en fait. Et du coup... c'était incroyable parce que cette vulnérabilité permet d'entrer en relation à un niveau qui est complètement différent, de cœur à cœur, qui rejoint quelque chose d'universel et qui du coup change complètement la façon dont brusquement la confiance peut se créer dans une relation.
je pense aussi que le niveau de maturité, vous me faites penser, hein, quand je vous écoute parler, le niveau de maturité, c'est traiter l'autre, avoir avec l'autre une relation d'adulte à adulte. Vous savez, hein, Eric Berne, les états du moi, qui sont, je rappelle, les différentes composantes de notre personnalité. À un moment dans notre vie, on aborde ces postures, soit parents, enfants et adultes. Et je pense que les étudiants de HEC, vous les avez traités juste en adulte à adulte. Et c'est un rapport qui crée la confiance. D'ailleurs, vous les appelez mes amis. Vous vous souvenez bien de My Friends, exactement. Emmanuel Faber, on entend entreprise à mission, entreprise libérée, entreprise altruiste, combinée à l'urgence, à la prise de conscience de l'urgence climatique. On parle de fonds à impact. Vous venez, d'ailleurs, félicitations, d'intégrer Astanor Ventures. Et est-ce que finalement, ce n'est pas finalement une vulnérabilité humaine, tout simplement, une réponse à une vulnérabilité humaine? Oui, et j'ai envie aussi de le prendre sous l'autre angle, c'est que je pense que, de nouveau, les pratiques économiques du monde occidental, qui se sont étendues, hein, oui, mais qui sont nées dans le monde occidental, ont entraîné une hypertrophie dans l'attitude des acteurs de l'économie, consommateurs, producteurs, épargnants, un engagement finalement, enfin pas un engagement mais une invitation, une incitation à l'individualisme par la consommation, qui a globalement eu pour objectif de nous laisser croire, et nous l'avons cru, et nous continuons à le croire, et c'est en partie vrai, que la poursuite de nos intérêts personnels et notre réussite dans cette poursuite nous rendrait indépendants. Indépendants. Donc l'inverse de Ubuntu. C'est-à-dire, au lieu de reconnaître notre interdépendance, de partir du principe que finalement se passer des autres, c'est ça la sécurité. Ouais. Et donc, cette hypertrophie, elle amène au fait que l'argent rassure, la gloire rassure, le pouvoir rassure, parce qu'on est dans une situation d'indépendance. Je peux me passer des autres, les autres peuvent être un danger, mais c'est pas grave. Et je pense que les formes d'entreprise libérée, d'entreprise à mission, etc., sont des moyens de restructurer l'économie, de réorganiser les institutions économiques en leur donnant du sens, un autre sens que celui-ci. C'est-à-dire, je ne travaille pas seulement pour gagner le maximum, bien sûr c'est très très important, mais ça n'est pas pour ça fondamentalement que je suis dans cette entreprise plutôt qu'une autre. J'y suis parce que je suis en train, en cassant des pierres, de construire une cathédrale, un temple, une mosquée, ce que vous voulez, mais quelque chose qui me dépasse. Quelque chose qui est là pour durer, quelque chose qui a du sens. Et donc, la réintroduction du sens, d'une façon ou d'une autre, de l'intelligence collective, qui est l'entreprise libérée, d'une façon ou d'une autre, ça permet de retisser un narratif collectif auquel la poursuite de mon strict intérêt personnel ne permet pas d'accéder. Et donc, par rapport à cette question de la vulnérabilité que vous posiez, je pense que ça vient répondre à ce manque incroyable qui est inconscient, mais qui est complètement là, en tout cas de toute une génération maintenant, qui se pose cette question du sens, qui se la pose aussi parce qu'elle voit bien que les modèles qui ont été développés depuis 50 ans ne sont pas pérennes et qu'il va falloir évoluer assez vite sans doute, évoluer profondément, et qui a du coup soif de ce sens. Et donc, d'une certaine façon, c'est l'acceptation, je ne sais pas si c'est une vulnérabilité ou une richesse. Moi, je le vois plus comme une richesse, c'est pour ça que j'ai fait ce long détour, c'est qu'en fait, nous avons atrophié la notion de richesse.
en la réduisant à la question monétaire et en réduisant le rôle de chacun dans l'économie à maximiser son propre intérêt de ce point de vue-là. Donc je pense que tous ces mouvements qui traversent l'économie aujourd'hui, l'organisation des entreprises, etc., c'est des mouvements qui vont puiser dans la richesse de la personnalité humaine collective qui dépasse la question monétaire, la question technique, la question de la performance technique, mais qui s'adresse vraiment au sens, à la puissance d'action et d'être que nous avons en tant qu'individu. Je comprends parfaitement. Quand je disais tout à l'heure, richesse, oui, bien sûr, c'est une richesse, mais l'entreprise, en tout cas avant et peut-être maintenant, était là pour la performance. Voilà. Donc c'est des choses qui changent et je trouve que c'est entreprise à mission, enfin, c'est une réponse par rapport à cela. Emmanuel Faber, que souhaiterez-vous qu'on retienne de vous plus tard, de votre engagement? Ben, rien. On retourne aux 15 ans? Ben oui. Parfait. Oui, c'est ça la différence. En fait, vous posez la question, je pense, de la même façon. Vous ajoutez de vous ou de votre engagement. De mon engagement, j'ai envie qu'il porte des fruits, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui aient envie de le poursuivre, de construire. Voilà. Donc si j'ai ouvert des voies et que d'autres, aujourd'hui, demain, les empruntent en se disant que ouais, ça a du sens d'aller dans cette direction, je serais très heureux. Savoir comment s'appelle cette voie, ça m'est un peu égal. Enfin, je pense que dans 50 ans, je m'en moquerai pas mal, quoi. Donc voilà, c'est plus la question de est-ce que cet engagement sert quelque chose qui va servir les générations de demain, que de savoir si on se souviendra de moi ou pas et si j'aurai un jour une médaille au chocolat ou un nom de rue. Pas très important ça. Qu'est-ce que ça dit de vous? Que j'aime la vie au présent, en fait. En fait, ça dit de moi que je me méfie, comme je l'ai dit d'ailleurs, de la gloire. Je me méfie, j'ai une méfiance philosophique, anthropologique, parce que je pense que la vérité est toujours plus loin. Je pense qu'on n'est jamais arrivé nulle part. Et le jour où on commence à collectionner des petites médailles, et on commence à collectionner des prix et des machins, bah d'abord il faut les porter, quoi. Et moi je fais de la montagne, et porter des trucs inutiles, c'est lourd, et ça ne sert pas à grand chose. Et donc voilà, c'est pour ça que je me méfie de tout ce qui pourrait se rapprocher d'un souvenir ou de figer quelque chose, quoi. J'aime bien la vie au vivant, la vie au présent. Le ici et le maintenant. Le ici et le maintenant, oui. Merci Emmanuel Faber. Avec plaisir, merci Tatiana. Ubuntu, nous sommes les autres.